Madame Lombard, je vous donne la parole pour cette conférence inaugurale. Alors bonjour, merci beaucoup aux organisateurs de ce congrès de m'avoir invitée. Je suis particulièrement contente parce que s'il y a bien un thème qui m'est cher, c'est la douleur provoquée par les soins. Daniel en a parlé, ça fait partie d'une expérience assez longue. Donc je suis infirmière, je suis cadre de santé, je suis spécialisée plutôt en douleur de l'enfant. Voilà, j'ai passé plus de 20 ans de ma carrière à m'occuper de la douleur de l'enfant. Aujourd'hui, j'ai une thèse en philosophie pratique et j'essaye d'interroger toujours les questions de la douleur, mais avec une perspective un petit peu plus large. Et j'ai aujourd'hui des missions dans un groupe hospitalier tout entier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'intéresse aussi à la prise en charge de la douleur des adultes. Et on va voir à quel point cette douleur, elle est encore à questionner au quotidien. Donc, je vous propose une réflexion autour de la question de la douleur provoquée. J'ai intitulé cette conférence inaugurale « Douleur provoquée, douleur provocante » et questions philosophiques. Donc, on va essayer de s'interroger ensemble sur ce thème. Donc, les maladies et les accidents. Je vais m'installer, ce sera mieux. Maladie et accident entraînent un cortège de douleurs qui accompagne le malade ou le blessé. Ironie du sort, la médecine devenue capable de guérir et de soulager est aussi celle qui fait souffrir. Douleurs provoquées par les traitements, les soins ou les examens médicaux. Autant d'occasions de provoquer de la douleur. Mais où le bas blesse-t-il ? Pourquoi les douleurs provoquées sont-elles provocantes ? En quoi provoquent-elles des questions philosophiques ? C'est sur ces questions qu'on va s'interroger maintenant. La douleur n'est pas une fatalité. Ce slogan kouchnérien en vogue fin des années 90 inaugure une ère nouvelle. Au-delà de l'action politique, qui au demeurant est tout de même à souligner, il faut souligner la bascule de paradigme que ce slogan caractérise. Bascule de paradigme, car conversion du modèle de pensée. Jadis inévitable, la douleur peut désormais être combattue. Nous passons d'une conception fataliste à une position combative. Alors cette posture, elle a déjà été expérimentée par la médecine moderne qui a su organiser avec succès dès le XXe siècle l'offensive thérapeutique. Mais l'exigence aujourd'hui est montée d'un cran, car il s'agit désormais de lutter également contre la douleur. Refuser que la douleur soit une fatalité, tout comme naguère les pionniers de la médecine scientifique refusèrent la fatalité de la maladie. Une filiation de la lutte contre la douleur qui est à la source même du paradoxe qui l'anime. En effet, l'analgésie s'invite au cœur de la lutte contre la douleur. Or, ce combat est exigeant. Et la médecine doit, dans certains cas, se montrer intraitable en usant de tous les moyens pour parvenir à ses fins, y compris ceux qui provoquent de la douleur. Dès 2002, et Daniel Hannequin vient de le rappeler, et sous son impulsion d'ailleurs, il faut souligner l'impulsion du professeur Hannequin qui, depuis de très longues années, milite et s'engage sur la question de la douleur provoquée par les soins. Donc, sous l'impulsion de Daniel Hannequin, dès 2002, l'un des objectifs du second plan douleur est de prévenir la douleur provoquée par les soins. Et voilà qu'un degré supplémentaire est franchi. La douleur des soins ne doit plus, elle non plus, être une fatalité. Pourtant, en 2016, 12 années plus tard, malgré l'existence de moyens simples et efficaces, beaucoup de soins douloureux sont encore réalisés sans analgésie. Comme le montre d'ailleurs un certain nombre de résultats d'études épidémiologiques dont on vient de vous parler un peu plus tôt. Études épidémiologiques qui s'intéressent à la douleur induite et qui montrent à quel point les progrès restent à faire. Car ce n'est pas le fait que les soins provoquent de la douleur qui pose problème ou qui pose question.
Parce que la véritable question qui se pose aujourd'hui concerne l'absence de prévention de celle-ci, alors même qu'il existe des moyens de le faire. Comment expliquer l'absence trop fréquente de l'analgésie lors des soins? Comment interpréter le choix de ne pas recourir aux moyens existants? Comment comprendre ce phénomène? Il s'agit de revenir en préambule à la chose en soi, c'est-à-dire aux situations de douleur vécues au quotidien lors des soins. Pour ce faire, je vous propose de faire une rapide illustration, une petite vignette clinique. En philosophie, ça s'appelle de façon un peu pompeuse, mais il faut pouvoir en passer par là, illustration phénoménologique de la douleur des soins. Chambre 212, printemps 2016. 2 lits dans une chambre. Un petit rideau sépare la chambre en 2. Un malade, côté fenêtre, l'autre côté porte. Une journée et une nuit ordinaires. Le premier a été opéré d'un abcès. Il est à peine âgé de 25 ans. Le second, opéré du foie, est hospitalisé pour une complication. Un épanchement pleural drainé en continu. Une journée comme une autre, dans un hôpital où l'on dispose d'une technologie de pointe, de personnel compétent et où l'on fait preuve d'attention envers les patients. Mais voilà l'heure de la visite. Le drain semble avoir bougé. Qu'à cela ne tienne, on va le déplacer un petit peu. Il suffit de quelques secondes pour couper le fil qui retient le drain. Le visage concentré, l'opérateur observe le tuyau alors qu'il le déplace lentement. Le propriétaire du tuyau, du drain, grimace et serre les dents. Personne ne le voit car tous regardent le tuyau. Le drain est à nouveau en place. Voilà qui est fait. Il ne reste plus qu'à fixer le drain à la peau. Juste un point, ce n'est rien. On coud la peau. La sueur perle sur le front du patient, il serre les dents, un cri lui échappe. C'est terminé. Pour le second patient, c'est l'heure du pansement. Une mèche profondément enfoncée dans la cavité drainée au bloc opératoire qu'il faut enlever et remplacer. Dès l'ablation, les choses se compliquent. Le patient transpire, se crispe, crie. Le corps a un mouvement de recul dans une tentative désespérée d'échapper à la sensation de brûlure qui enflamme toute la zone opérée. « C'est presque fini », dit celui qui enlève la mèche. Le soin n'est pourtant qu'à mi-parcours. L'intensité des cris s'amplifie au moment de réinsérer la mèche. Le soignant se dépêche, se concentre, ne prononce pas un mot. N'y tenant plus, le jeune homme hurle pendant tout le soin. Le voisin, immobile, dans son lit, attend que cela cesse. Cela durera plus de 10 minutes. Aucune analgésie n'a été réalisée, ni dans un cas, ni dans l'autre. Une bouteille de Méopa est posée dans une pièce au même étage. Personne n'a pensé à s'en servir. La douleur des soins semble bel et bien faire encore partie du quotidien. L'analgésie des gestes est aléatoire. Elle dépend du professionnel. Mais attention, il est inutile d'expliquer ce phénomène par une lecture manichéenne et stérile de la situation. Il ne s'agit pas du tout ici ni de bons ou de mauvais soignants, mais seulement de circonstances, de parcours individuels et professionnels qui influencent l'action. Certes, la douleur n'est plus une fatalité, mais l'analgésie demeure un choix. Le phénomène de la douleur des soins est profondément lié à ce choix et il faut donc porter notre attention sur les conditions dans lesquelles celui-ci s'exerce. Le mirage du libre arbitre dans les soins. La douleur liée aux soins sort du registre de la fatalité. Or, sortir de ce registre ouvre nécessairement de nouveaux horizons. Lorsqu'on récuse la notion de fatalité, alors des notions telles que libre arbitre, liberté ou encore volonté s'invitent. Si la douleur des soins n'est plus une fatalité, alors elle engage le soignant à user de son libre arbitre pour la prévenir. Le professionnel doit être en mesure de juger de la situation, c'est-à-dire d'avoir la liberté d'exercer une action indépendante, c'est-à-dire la possibilité de faire des choix, celui par exemple de prévenir la douleur. Si on en juge cette définition du libre arbitre que Mendebiran apparente au sentiment de la liberté ou du pouvoir d'agir, d'exercer une action indépendante de toute cause autre que la volonté, il semble difficile pour le soignant d'exercer son libre arbitre dans les circonstances des soins.
En effet, son action répond à de nombreuses contingences qui dépassent sa propre volonté. Dans les faits, à l'instant où le soignant juge de ce qu'il faut faire avec le drain, à l'instant où il se concentre sur la plaie qu'il faut mécher, il dispose somme toute de peu de liberté. Il doit exécuter le geste, répondre aux exigences techniques, d'hygiène, etc., tout en faisant preuve d'empathie. Sa volonté est mise à l'épreuve. Il est alors bien rare, au moment où la douleur éclate au cours du soin, que la volonté trouve la force de suspendre le geste, tant elle est tendue vers l'exécution du geste technique. Cette mise en tension entre faire le soin et prendre soin ne trouve de résolution que par anticipation. La volonté de prévenir la douleur des soins ne peut donc qu'être qu'anticipée. Étymologiquement, anticiper, ante avant, qu'apparaît prendre, consiste à prendre les devants. Il s'agit d'aller au-devant de la douleur des soins. Or, la vocation première des soins médicaux modernes est de prendre la maladie de court. Cet héritage conditionne notre conduite professionnelle, nos choix, et il nous habitue à aller en priorité vers le curatif. L'attention portée à la personne malade glisse vers les moyens utiles pour le soigner. Un glissement pernicieux, difficile à détecter. En effet, les soins, comme moyen au service du bien du malade, prennent subtilement place au devant de la scène de l'activité médicale. Le corps du patient est mis à disposition de la biotechnologie. On assiste à une inversion des moyens et des fins. Ce ne sont plus les soins qui sont à disposition du malade, mais le corps malade qui est à la disposition des soins médicaux. C'est ainsi que la plainte du patient, la souffrance éprouvée au cours des soins, peut se retrouver reléguée au second plan. Une inversion ironique, quand on se souvient que c'est la plainte du malade qui appela le soin, le secours porté à son prochain, et non l'inverse. Canguilhem rappelle alors de la révolution scientifique qu'à son origine, la médecine est née de l'attention portée à la souffrance du malade et que de ce fait, le souci de l'individualité souffrante, qui en constitue la raison d'être et la source, doit en rester le cœur. À l'heure où la place de la biotechnicité médicale grandit, maintenir la personne au cœur du dispositif semble défier notre volonté de soignant. Un vouloir qui, comme le rappelle Ricoeur dans l'ouvrage qu'il consacre à la philosophie de la volonté, est conditionné par la capacité à voir ce qu'il faut vouloir voir. Je ne veux que si je vois, mais je cesse de voir si je cesse absolument de vouloir. L'exigence de la science médicale pour atteindre ses fins ne nous aurait-elle pas conditionnés d'une certaine manière à cesser de vouloir voir la détresse, à cesser d'entendre la plainte? Ne sommes-nous pas parfois comme aveuglés par la nécessité de réaliser le geste technique dans l'intention de guérir ou de sauver le malade? D'une certaine manière, seul l'intérêt médical du geste demeure visible, tandis que l'on cesse de voir la personne, ses émotions, sa douleur. Si je cesse de voir, alors comment seulement imaginer, prévoir? C'est-à-dire voir à l'avance, prendre les devants et anticiper la douleur que le soin va provoquer. Il semble que l'impossibilité de prévoir vienne de notre prédisposition à cesser de voir ce qui pourrait faire trembler la main, retenir le geste, nous faire hésiter à l'instant du geste technique salutaire. Cesser donc de voir la détresse et la douleur que le soin provoque, évitant ainsi que l'empathie ne s'exerce. Une empathie embarrassante qui pourrait éventuellement remettre en cause la poursuite du geste. Il s'agit alors de mettre entre parenthèses l'empathie que l'on pourrait ressentir au moment où le soin devient douloureux. C'est ainsi que nous imaginons que le concept de cécité empathique transitoire que nous proposions pour éclairer le phénomène de la contention lors des soins en pédiatrie puisse également expliquer en partie ce qui se produit lorsque le soignant cesse de vouloir voir la douleur provoquée par le soin. Inquiet de mal faire le travail et préoccupé par la volonté de bien faire,
Les soignants sont souvent peu disponibles aux émotions ou à la douleur de la personne. Il serait même dangereux de trop s'appesantir sur ces dernières. Il s'agit de procéder dans l'intérêt de la personne, pour son bien. Comment poursuivre la mise en œuvre d'un protocole, appliquer les procédures et faire le nécessaire, si difficile à vivre soit-il pour le malade, si les soignants se laissent envahir par les émotions, les siennes et les leurs. Un murmure semble alors suggérer de ne pas trop prêter attention à la souffrance provoquée par les soins. Un murmure discret qui conjure de rester concentré sur la tâche, de se focaliser sur la technique, fixé sur le drain qu'il faut coudre à la peau, sur la mèche qu'il faut enfoncer dans la cavité. Regarder de près, le geste aide à moins voir la personne, ses souffrances, sa détresse. Une dissociation entre ce que l'on fait et à qui on le fait s'opère ainsi fréquemment. Se concentrer sur la technique permet de scotomiser les aspects affectifs qui pourraient faire obstacle à la bonne réalisation du traitement. La présence sensible de la personne semble de la sorte devoir être estompée. Ne pas vouloir se voir faire mal. Au-delà d'une forme de cécité empathique, qui est une manière de répondre parfois à l'injonction de la technique, il nous faut aussi envisager que plus globalement, nous cessons parfois de vouloir nous voir, refuser de voir le rôle que nous jouons dans la survenue de la douleur. Il n'est pas confortable pour notre esprit, pour l'esprit de celui qui exécute le soin, de réaliser qu'il n'est pas seulement celui qui agit pour le bien du patient, mais qu'il est aussi celui qui déclenche la douleur, celui qui fait mal. Sommes-nous véritablement prêts à assumer notre rôle de promoteur de la douleur? Là est la question. Sommes-nous préparés à repérer le double effet de nos gestes? Il semble que la médecine contemporaine ne nous prépare pas à prendre conscience du double effet des soins, qui tel le pharmacon peut être à la fois remède et poison. Une dualité d'autant plus difficile à distinguer qu'elle est voilée de bonnes intentions. Pourtant, cette dualité semble nourrir l'ambivalence de nos comportements face à la douleur que nous provoquons. Il est admis que la douleur ne soit plus une fatalité, mais elle n'est pour autant ni prévenue, ni soulagée systématiquement. Il semble bien que l'ambivalence vis-à-vis du soulagement de la douleur réponde aussi à une forme de hiérarchisation des devoirs qui incombent aux soignants. Je vais revenir en arrière. Devant l'obligation d'exécuter à la fois le geste, de faire preuve de compétences techniques, mais aussi d'être attentif à la douleur de la personne, eh bien, nous, les professionnels, sommes dans l'obligation de hiérarchiser les priorités, d'ordonner nos préoccupations. Dans cet ordonnancement, la prévention de la douleur ne tient pas, et d'ailleurs à juste titre, ce serait fou de vouloir d'abord soulager la douleur avant de traiter une maladie grave ou de faire face à une urgence vitale. Donc d'abord, la prévention de la douleur ne peut pas passer en priorité, mais ce qui nous oblige en fait à reléguer cette prise en charge, cette attention particulière à la détresse du patient pour pouvoir produire le soin. Alors malheureusement, cette relégation, elle confine parfois littéralement à la disparition du devoir d'analgésie aux circonstances de la vulnérabilité. C'est un point sur lequel on va s'arrêter un petit peu, parce qu'en fait, on s'aperçoit que l'analgésie des soins peut disparaître ou n'apparaît tout simplement pas des préoccupations. Alors pourquoi? Par excès de zèle vis-à-vis de la technique, par déni, par refus ou par incapacité de percevoir la face cachée des soins. C'est peut-être aussi un héritage épistémologique centré sur l'aspect scientifique plutôt que sur l'humain. C'est peut-être une culture de service, c'est peut-être un état d'esprit d'équipe. Finalement, les explications sont nombreuses et elles coexistent, elles s'intriquent, se confondent, agissent en simultané ou indépendamment pour aboutir dans certains cas à une forme d'aliénation des professionnels. Une aliénation dans le sens où l'on assiste à une sorte de démission de la pensée qui s'en remet au système de soins pour ordonnancer son action.
une quantité d'éléments qui participent à notre vulnérabilité aux circonstances. Ce concept, avancé par Michel Tereschenko dans son ouvrage « Un si fragile vernis d'humanité, banalité du mal, banalité du bien », la vulnérabilité de l'homme ne dépend pas de lui, elle le constitue. Il y est exposé sans en avoir la maîtrise. Cependant, Michel Tereschenko distingue une vulnérabilité positive, constitutive de l'être, de la vulnérabilité aux circonstances. Le vernis fragile qui se craquelle face à certaines circonstances. Pour lui, la vulnérabilité aux circonstances désigne négativement la propension des individus à s'abandonner à une autorité destructrice ou à une institution aliénante, la capacité à s'absenter à soi, dont il a parlé dans le vernis fragile. L'auteur argumente l'idée selon laquelle la vulnérabilité s'exprime en fonction des circonstances. Les attitudes, les comportements s'expriment différemment selon la conjoncture au cœur de laquelle ils surviennent. Il semble exister des degrés dans l'expression du libre arbitre des individus, pourtant placés face à des circonstances identiques. La vulnérabilité tereshkoïenne décline un nuancier qui va de la présence à soi, par opposition à l'absence à soi, de la poupée de chiffon ou de l'homme dans un étui dont parle Tchekhov, je cite Tereschenko. Cette vulnérabilité aux circonstances se décline en fonction de la possibilité de réinvestir son libre arbitre. Or, le système des soins, désormais fondé, et vous le savez, sur des normes, des protocoles, offre peu d'espace d'autonomie aux soignants. Ce modèle, certes utile pour diagnostiquer, soigner, voire même guérir, a pour conséquence de contraindre la pensée de celui qui soigne, là où justement celui-ci devrait pouvoir user de son libre arbitre pour ajuster ses décisions aux circonstances. La marge de manœuvre se réduit encore lorsque l'équipe tout entière relègue l'analgésie au second plan, et dans ces circonstances, la transformation des pratiques s'annonce donc longue et délicate. Il s'agit d'imaginer comment réduire la proportion soulignée par Tereschenko à s'absenter à soi, c'est-à-dire comment éviter l'anesthésie de l'engagement. Il semble que certains éléments puissent contribuer à réduire les circonstances du désengagement. À commencer par choisir de nommer les choses de manière à provoquer l'engagement. Comment faut-il nommer la douleur des soins ? Voici plus de 10 ans que le débat concernant la terminologie est soulevé. En 2005, François Bourreau a passé en revue les différentes expressions usuelles et a proposé dans un ouvrage collectif de clarifier les définitions et d'adopter définitivement l'expression douleur induite pour parler de la douleur liée aux soins. Celle-ci sera d'ailleurs retenue comme titre de l'ouvrage collectif. Mais la difficulté à définir et à déterminer un terme consensuel quant à la douleur liée aux soins est emblématique de l'embarras qu'elle déclenche chez les professionnels. Malheureusement, le lexique proposé précédemment ne semble pas permettre de sortir de cet embarras. En effet, au-delà de la justesse des définitions, leur interprétation laisse place à l'incertitude. Le terme provoqué est définitivement rattaché à la clinique de la douleur dans cette définition, une vocation diagnostique qui l'a fait sortir du champ lexical usuel relatif à la douleur quotidienne liée aux soins. Les douleurs induites sont quant à elles susceptibles d'être soulagées. La susceptibilité est étymologiquement la capacité de recevoir du soulagement. Le soulagement devient ici l'attribut de la douleur. Elle peut, selon les circonstances, être soulagée ou pas. Finalement, lorsque la douleur induite se soustrait au soulagement, elle devient iatrogène, c'est-à-dire une regrettable conséquence des gestes médicaux qui intervient malgré les mesures mises en œuvre pour l'éviter. Ces définitions ont l'inconvénient de présenter la douleur liée aux soins de telle manière que celle-ci semble s'inscrire dans une espèce d'autodétermination, comme si le choix d'être soulagé dépendait d'elle-même. Elle est comme déconnectée de ce qui la provoque, ou plutôt de qui la provoque. Puisque le soignant déclenche de manière non intentionnelle la douleur et que celle-ci échappe malheureusement aux mesures de prévention, alors sa responsabilité de soignant ne semble pas vraiment être interrogée.
Et tout se passe comme si le soignant n'avait pas vraiment à répondre de la douleur déclenchée par l'acte de soin. Nous voilà bien au cœur de l'embarras qu'occasionne le thème de la douleur des soins. Il s'agit d'admettre le rôle du professionnel dans la survenue de cette douleur. Or, il semble que les propositions lexicales telles que induite ou iatrogène édulcorent l'implication du soignant. Au contraire, le terme de douleur provoquée, sous une nouvelle acception que celle proposée par le docteur Bourreau, au sens de douleur liée aux soins, dit d'emblée quelque chose de l'implication du professionnel. La douleur provoquée lance déjà un défi implicite et appelle à répondre de nos actes. Peut-être faudrait-il aller jusqu'à parler de douleur provoquée par nos actes, pour renforcer l'engagement des professionnels. Cette expression évoque plus explicitement la responsabilité, elle engage plus clairement celui qui provoque la douleur à répondre de ses actes. La mise au point quant au choix du terme le plus approprié pour aider la prise de conscience vis-à-vis de la douleur des soins semble n'être qu'une étape préliminaire à l'engagement en actes. Mais quels sont les éléments qui peuvent enclencher concrètement l'habitude de l'analgésie des soins ? Nous disions combien le monde technoscientifique de la médecine moderne se révèle être un risque pour l'analgésie. En effet, les professionnels aspirés par une spirale de techniques légitimes pour soigner risquent de reléguer au second plan, voire même de faire disparaître de manière illégitime le souci de l'individualité souffrante. Il semble que deux possibilités de transformation se profilent. Des opportunités qui prennent leur source précisément dans ce qui peut sembler être à l'origine de la difficulté, de l'habileté pour soulager. Le monde technoscientifique, fondé sur des preuves, obéissant à des normes, ne peut-il pas offrir paradoxalement une véritable opportunité ? En effet, l'analgésie semble pouvoir profiter de la propension de la médecine à protocoliser les actes, profiter de la tendance à privilégier l'habileté au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire elle est de nature telle que tout ce qui contribue au but supposé, elle peut l'exécuter et y atteindre. Il s'agit alors de promouvoir l'habileté des professionnels, les inciter à user de tous les moyens possibles dans le but de prévenir la douleur, eu égard à la connaissance théorique désormais solide dont on dispose sur ce thème. La douleur des soins sortirait ainsi du domaine de la fatalité, du hasardeux et de l'aléatoire. L'analgésie des soins ne ferait ainsi plus l'objet de délibération. Le fait que les protocoles concernant l'analgésie des soins régissent les actes qui provoquent de la douleur est une habileté qui ouvre de nouveaux horizons. En effet, faire entrer la prévention de la douleur provoquée par les soins dans les habitudes par le biais des règles et des critères préétablis offre l'opportunité de transférer la délibération vers d'autres espaces. La délibération ne porte plus sur la décision de prévenir ou pas la douleur des soins, mais sur les meilleurs moyens pour éviter la douleur attendue. C'est là que joue la conjugaison pragmatique du savoir formel, des règles professionnelles, de l'expérience et de la créativité, dans le but de pondérer tant les moyens que les fins. La piste qui s'ouvre à nous désormais est celle de la prudence, une prudence toute aristotélicienne qui unit à la fois la capacité à avoir une vue d'ensemble et le sens du particulier. Pour conclure, je veux dire à quel point nous avons de la chance d'être ici réunis grâce au travail de l'équipe du CNRD qui, en proposant aux équipes de venir chaque année parler de leurs initiatives, de leur engagement au quotidien, nous aide à affirmer notre habileté à gérer la douleur des soins pour nous permettre de prendre soin en faisant preuve de prudence. Parce que ces journées permettent de développer les savoirs, permettent de délibérer, permettent d'ouvrir la créativité, c'est-à-dire avoir la faculté à avoir une vue d'ensemble et le sens du particulier. Ce sont des missions qui relèvent de la philosophie des soins au quotidien. Et je voudrais dire combien j'aimerais que le CNRD continue à s'investir sur la question de la douleur provoquée, parce que ni en France ni ailleurs, aucune autre organisation que celle-ci ne s'occupe de ce thème qui est pourtant un thème qui nous interroge tous les jours et qui chaque jour continue à faire souffrir les patients. Je vous remercie.